Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, je suis ou plutôt j'étais chercheur au CNRS, mais pas dans le domaine que j'ai traité là. Mais c'est un domaine qui m'a toujours passionné. C'est le domaine amérindien. J'étais plutôt en histoire ancienne, mais je me suis toujours intéressé à l'ethnologie et en particulier à l'Amérique. Voilà. Donc là, j'ai fait enfin un rêve que je voulais faire depuis longtemps, en quelque sorte. Et qu'est-ce qui vous a amené, du coup, à écrire ce livre? Alors, l'Amérique est un continent où l'archéologie est très difficile, puisque beaucoup de cultures n'ont que des objets en bois et en peau. De sorte que, pour ceux qui ne sont pas des hautes civilisations ou qui n'ont pas de poterie, l'archéologie ne peut rien livrer. Et donc, je suis parti d'un livre d'un nommé Erland Nordenskjöld, un ethnologue, qui avait remarqué dans les années 30 que des objets de peuple du Chaco, donc cette région très particulière, grande comme 2 fois la France, qui se situe à cheval sur la Bolivie, l'Argentine, le Paraguay, n'avaient pas de parallèle dans le reste de l'Amérique du Sud, donc des objets de ces civilisations-là, du Chaco, mais des parallèles en Amérique du Nord. Donc je me suis dit c'est une piste extrêmement intéressante à suivre. J'avais les livres de Nordenskjöld dans ma bibliothèque depuis des années, je les avais lus, j'avais trouvé ça passionnant, je me suis dit ça vaut le coup de suivre sur cette piste, surtout que ces livres ont été pratiquement oubliés après la guerre. Les auteurs qui le citent sont des années 40. Après on n'en parle plus. Alors qu'il a fait des découvertes sur l'histoire de l'Amérique, qui éclairent l'histoire de l'Amérique de manière spectaculaire. Et du coup, qu'apporte votre livre à l'historiographie sur le sujet? Alors voilà, les objets matériels qu'il a repérés apparentés à l'Amérique du Nord ont des recoupements dans d'autres domaines. Là, lui, c'était l'archéologie, enfin de l'ethnologie matérielle, fondée sur des objets, mais on avait repéré depuis longtemps qu'il y avait des mythes communs entre l'Amérique du Nord et cette même région du Chaco. Le plus connu qui avait été repéré, c'est ce qu'on appelle les oiseaux tonnerres, c'est-à-dire les oiseaux qui dans le ciel font le tonnerre. Ça ne se trouve pratiquement pas en Amérique du Sud, sauf dans le Chaco, et ça se trouve très couramment en Amérique du Nord. Et puis, à cela s'ajoute toute une série d'autres mythes, quand on creuse, ce qui a été mon cas, puisque j'ai toujours lu, depuis que je suis adolescent, j'ai lu des choses sur les Amérindiens, donc on trouve énormément de choses. Et donc, j'ai fini par établir tout un dossier, les objets matériels grâce à Nordenskjöld, les objets sociologiques, c'est des sociétés guerrières comme les sociétés des plaines d'Amérique du Nord, ce qu'on appelle un ethos guerrier. C'est des sociétés qui aimaient bien les campements circulaires, comme l'Amérique du Nord adorait les campements circulaires. Et puis alors les mythes, donc il y a la sociologie comparée, de la mythologie comparée, et même à la fin je traite quelque chose qui avait aussi été repéré, des points communs physiques, dans l'anthropologie physique. Donc vraiment, on a vraiment un gros paquet de choses qui unissent ces peuples du Chaco au peuple d'Amérique du Nord et surtout de l'Est de l'Amérique du Nord. Autrement dit, on a vraiment l'impression qu'il y a une population ancienne, je ne dis pas que c'est la plus ancienne d'Amérique, mais une population ancienne qui s'est réfugiée d'une part en Amérique du Nord, de l'Est, et d'autre part qui s'était réfugiée, qui s'était installée dans une terre vraiment protégée parce qu'elle n'est pas très amusante à parcourir, dans la région du Chaco. Voilà. Donc ça apporte énormément de choses sur un aspect de l'histoire, de la préhistoire de l'Amérique. On reconstitue là une ancienne migration parce que la répartition des objets et des mythes permet de voir qu'ils sont passés par les Andes. Ils ont parcouru l'Amérique centrale, ils ont traversé les Andes, où il y a des peuples qui ont quelques points communs avec eux, et puis ils se sont installés dans le Chaco. Peut-on espérer une suite? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ferai une suite, mais ça ouvre des pistes. Je suis amené, justement, j'ai été amené à élargir le débat. Parce que qu'est-ce qu'on appelle le peuple du Chaco? Eh bien, il y a des peuples du nord du Chaco qui n'ont pas la même culture que ceux desquels je suis parti. Et à ces peuples du nord du Chaco, j'ai trouvé des points communs, des parallèles étonnants dans la zone qu'on appelle la zone Pueblo. C'est-à-dire ces peuples de civilisation assez développée, sans écriture, mais tout de même assez développés, du sud-ouest des États-Unis actuels. Là, il y a des points communs très précis entre des peuples du nord du Chaco, les plus au nord, et les populations Pueblo, avec des fêtes qui ressemblent absolument. Voilà. Donc ça, c'est une piste que j'ai ajoutée, alors que ce n'était pas prévu au départ. Ce n'était pas mon projet initial, mais je suis amené d'en parler. Et de même, des gens qui liraient avec soin mon livre pourraient découvrir qu'il y a des points communs que je n'ai pas eu le temps de traiter. Mon livre est déjà énorme.
J'ai pas eu le temps de traiter, mais des choses, des points communs entre les Amazoniens et les gens de Californie. Hein, je le signale à 2 ou 3 endroits, pour les types de poterie par exemple, certains mythes, hein, il y a des choses intéressantes à signaler. Et ça, je le ferai peut-être un jour, mais d'autres peuvent le faire. Donc ça ouvre vraiment des possibles sur l'exploration de la préhistoire de l'Amérique par ethnologie comparée. Merci beaucoup.